Imaginez la scène. Le plus grand spectacle sportif de la planète, celui que des milliards de fans attendent depuis 4 ans, est à seulement 5 mois de son lancement. Et pourtant, il vacille déjà. Pas à cause d'un scandale de dopage, pas à cause de blessures ou de retrait d'étoiles du football. Non, cette fois, c'est la politique qui s'invite sur la pelouse. 4 nations interdites, 75 pays bloqués, des supporters qui ont acheté leurs billets, réservé leur vol et organisé leur voyage, soudainement frappés par un mur invisible. Et l'Europe, jadis fidèle à chaque édition depuis des décennies, murmure la menace la plus grave. Un boycott officiel. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, des géants du football mondial envisagent sérieusement de ne pas jouer. Le point de départ de cette crise n'est pas un conflit international explosif ni une sanction économique inattendue. Tout a commencé avec un trophée doré. Oui, un simple trophée remis au Kennedy Center de Washington lors du tirage au sort officiel de la Coupe du Monde, le 5 décembre dernier. Une cérémonie censée célébrer la grandeur du football et la diversité des nations, qui, en réalité, a déclenché une réaction en chaîne d'une intensité inattendue. Pendant que le monde applaudissait et suivait le tirage au sort, le département d'État américain préparait en coulisses des documents qui interdiraient l'entrée sur le territoire à des millions de supporters. Des documents qui transformeraient la qualification en farce cruelle pour certaines équipes, rendant cette Coupe du Monde potentiellement la plus clivante de l'histoire moderne. Tout semblait aligné pour écrire l'histoire. La Coupe du Monde 2026 avait été attribuée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2018. 8 années de préparation, des milliards investis dans des infrastructures flambant neuves, des stades conçus pour accueillir des foules records et créer des souvenirs indélébiles. 78 matchs étaient programmés sur le sol américain et la finale, prometteuse et scintillante, devait se tenir au cœur du New Jersey. Les villes hôtes avaient peaufiné chaque détail, anticipé chaque scénario, rêvé d'un événement historique capable de marquer durablement l'âme du football mondial. Tout était parfait, jusqu'au mois de janvier. Le 14 janvier est venu comme un coup près. Le gouvernement américain annonçait la suspension indéfinie du traitement des visas pour 75 pays. Parmi ces nations, certaines avaient non seulement une tradition footballistique riche, mais s'étaient qualifiées pour le tournoi. Le Brésil, la Colombie, l'Égypte, le Ghana, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, l'Uruguay, des équipes dont les supporters avaient planifié leur voyage depuis des mois, acheté leurs billets, réservé hôtels et vols et organisé chaque étape pour soutenir leurs héros sur le terrain. Tout cela, soudainement, se heurtait à un mur bureaucratique impénétrable. Et derrière ces chiffres, derrière ces restrictions, se cachait une réalité bien plus dramatique pour 4 nations. L'Iran, première équipe qualifiée de la zone asiatique, se voyait privé de ses supporters et de ses officiels. Haïti, qui atteignait la Coupe du Monde pour la première fois en plus d'un demi-siècle, voyait les rêves de toute une génération suspendus à une incertitude bureaucratique. Le Sénégal, champion d'Afrique, et la Côte d'Ivoire, autre grande puissance continentale, étaient confrontés à la même menace. Leurs supporters, les véritables moteurs de l'émotion et de l'énergie d'un tournoi, pourraient se retrouver exclus, contraints de regarder de loin ce que le monde entier allait célébrer. Et pour ces millions de passionnés, posséder un billet n'est plus une garantie. Réserver un hôtel, un vol, planifier son voyage avec des mois d'avance, tout cela peut devenir inutile. Le FIFA Pass, introduit en novembre pour offrir un traitement prioritaire des demandes de visa, ne change rien à l'équation. Sa clause de non-responsabilité est limpide, glaçante. Vous pouvez tout prévoir, tout investir, tout espérer, et vous pourriez quand même être arrêté à la frontière. Le message est clair et cruel. La Coupe du Monde, ce monument universel du sport, devient un terrain où la bureaucratie et la politique s'invitent, menaçant de voler aux supporters ce qui leur revient de droit. Et pourtant, c'est dans cette adversité que la passion du football prend tout son sens. Chaque supporter qui rêve de franchir ces obstacles symbolise l'âme de ce sport. Un courage, une loyauté, une foi inébranlable en ses équipes. Dans cette tourmente, chaque billet devient plus qu'un simple accès à un match. Il devient un symbole d'espoir, de résistance et de détermination face à l'incertitude. La situation a pris un tournant inédit, presque inimaginable pour un événement qui, depuis plus d'un siècle, a toujours réussi à transcender les frontières politiques et les tensions internationales. Le 19 janvier, Jürgen Hart, politicien allemand de premier plan et voix influente dans la politique étrangère de son pays, a fait une annonce qui a fait trembler le monde du football. En dernier recours, l'Allemagne pourrait boycotter la Coupe du Monde 2026.
Ces mots étaient mesurés, mais lourds de sens. Si les États-Unis poursuivent certaines politiques agressives, notre participation pourrait ne pas avoir lieu. Ce n'était pas une simple déclaration symbolique, un coup de communication destiné à faire parler les journaux. Derrière ce discours se cachait une réalité bien plus profonde. Un sondage réalisé peu après révéla que 47% des Allemands soutenaient cette idée. Près de la moitié du pays, dans une nation où le football est presque une religion, était prête à tourner le dos à sa propre équipe nationale. Un chiffre sidérant qui illustre à quel point la politique étrangère peut désormais influencer ce qui aurait dû rester un terrain de sport. Aux Pays-Bas, le signal était tout aussi fort. Une pétition rassemblant 150 000 signatures exigeait que la fédération néerlandaise envisage sérieusement de ne pas participer au tournoi si les tensions avec Washington persistaient. Aux quatre coins de l'Europe, la communauté sportive et les supporters commençaient à sentir que quelque chose de fondamental était en train de changer. Au Royaume-Uni, 23 membres du Parlement, issus de 4 partis différents, sont allés plus loin encore. Ils ont présenté une motion officielle demandant que les États-Unis soient exclus des grandes compétitions sportives internationales si les restrictions et les menaces persistaient. Le langage employé était sans équivoque, ferme et inédit dans le monde du sport. Utiliser des événements sportifs pour légitimer des politiques nationales agressives n'était plus tolérable. Même Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, dont le nom reste associé aux affaires et controverses, a pris la parole pour soutenir un boycott des supporters. Ces mots, souvent mesurés, ne laissaient ici aucune place au doute. Se rendre aux États-Unis pourrait représenter un risque réel pour certains supporters. Le football, ce sport qui a toujours réussi à rassembler les peuples, à effacer les divisions le temps de 90 minutes, se trouvait soudain transformé en champ de bataille géopolitique. Les stades étaient prêts, les contrats étaient signés, les billets vendus. Tout semblait en place pour offrir le spectacle que le monde attendait depuis des années. Et pourtant, malgré la logistique impeccable, la grandeur des infrastructures et l'enthousiasme palpable des villes hôtes, un spectre planait. La Coupe du Monde pourrait se dérouler devant des sièges vides. Pas à cause d'un manque d'intérêt ou d'une catastrophe naturelle, mais sous l'ombre d'une peur tangible, rationnelle et justifiée, la peur de ne pas être accueilli dans un pays qui avait été choisi pour célébrer le plus grand sport du monde. Pour la première fois dans l'histoire moderne du football, le tournoi devenait plus qu'un événement sportif. Il était devenu un test pour savoir si le football pouvait survivre à l'ingérence politique directe, si l'esprit des supporters et des nations pouvait résister à des restrictions arbitraires et à des menaces diplomatiques. Et tandis que l'Europe réévaluait ses choix, que les supporters réfléchissaient à chaque billet acheté, chaque hôtel réservé, chaque vol programmé, une question cruciale s'imposait. Le football allait-il triompher, comme il l'a toujours fait, ou cette Coupe du Monde deviendrait-elle le symbole d'un sport pris en otage par la politique ? Au cœur de cette tourmente se dressait un symbole inattendu, presque provocateur, un trophée doré, le prix de la paix de la FIFA. Conçu pour célébrer l'unité, la réconciliation et la coopération internationale, il fut remis lors de la cérémonie du tirage au sort à un leader politique en exercice. L'ironie de la situation était cruelle, presque insoutenable. Au moment même où la FIFA proclamait l'importance de la paix et de la fraternité à travers le sport, des politiques nationales ferme et intransigeante, empêchait des millions de supporters et d'officiels de témoigner de ces gestes de célébration. Ce trophée, censé incarner les valeurs universelles du football, devenait le miroir d'un paradoxe. D'un côté, la FIFA affichait sa neutralité et son engagement à protéger le sport des interférences politiques. De l'autre, dans le monde réel, le sport et le pouvoir s'entremêlèrent de manière indissociable. Chaque sourire sur scène, chaque photo officielle, chaque mot prononcé lors de la remise se heurtait à la dure réalité des visas suspendus, des interdictions de voyage et des supporters laissés sur le seuil. Le contraste ne pouvait être plus frappant. La neutralité prônée par l'instance dirigeante semblait soudain compromise, mise en question non pas par une controverse interne au football, mais par le jeu politique d'une nation haute censée accueillir le monde entier. Les stades, les infrastructures et les billets ne suffisaient plus à garantir ce que la FIFA avait toujours considéré comme acquis, que chaque fan qualifié puisse se tenir là où l'histoire se fait.
En filigrane, le trophée devenait un symbole paradoxal et presque tragique, celui d'un idéal élevé au sommet, mais confronté à une réalité brutale, l'image d'un leader politique recevant les honneurs, tandis que des familles et des supporters des quatre coins du globe voyaient leurs rêves suspendus dans l'incertitude, restera gravé dans les mémoires comme l'illustration de la complexité grandissante entre sport et diplomatie. Dans ce contexte, le prix de la paix n'était pas seulement un trophée, il devenait un rappel dramatique que même le football, ce langage universel capable de rassembler des milliards de personnes, peut se retrouver pris au piège des ambitions et des tensions politiques. Et si la FIFA voulait préserver sa légitimité, elle devait désormais naviguer dans des eaux où chaque geste symbolique, chaque récompense, chaque mot prononcé pouvait résonner bien au-delà des terrains, au cœur même des relations internationales. 11 juin. Il reste exactement 145 jours avant le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde 2026. Mais cette édition ne ressemble à aucune autre. Chaque décision politique, chaque tension diplomatique, chaque incident lié à l'application des lois sur le territoire américain pourrait désormais façonner non seulement le déroulement du tournoi, mais aussi l'histoire du football lui-même. Chaque équipe qualifiée sera contrainte de défendre sa présence bien plus que ses performances sur le terrain. Chaque joueur, à la place des tactiques et des stratégies, pourraient se retrouver interrogés sur la politique internationale, sur les choix de leur gouvernement et sur la sécurité de leurs supporters. Dans ce contexte inédit, certaines villes vont prendre un rôle inattendu. Toronto et Vancouver, au Canada, ainsi que certains sites au Mexique, se transforment en refuge pour les supporters européens et africains qui se voient bloqués à l'entrée des États-Unis. L'énergie, la ferveur et l'argent qui devaient inonder Houston, New York ou Seattle seront redirigés vers le nord, transformant ces villes en pôles inattendus de passion footballistique. Ce n'est plus seulement une question de stade plein ou de billets vendus, c'est une redistribution complète de l'expérience de la Coupe du Monde. Le spectacle, celui que des millions de passionnés attendaient depuis 8 ans, pourrait se muer en une démonstration historique du pouvoir politique sur le sport. La question qui plane au-dessus de chaque match, de chaque tribune et de chaque conférence de presse est désormais: la Coupe du Monde 2026 sera-t-elle la célébration inoubliable que le monde attend, ou deviendra-t-elle le point de bascule qui redéfinira à jamais la relation entre le football et le pouvoir? Une chose est certaine, lorsque le coup de sifflet final retentira au New Jersey le 19 juillet, le monde saura si le football reste plus fort que les pays qui l'accueillent, ou si, cette fois, il a été utilisé comme simple instrument dans une boîte à outils géopolitique. Et dans ce cas, le tournoi ne sera plus seulement un événement sportif, il sera un avertissement, un précédent, un signal que même le jeu le plus universel du monde peut être pris en otage par les enjeux du pouvoir.